Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Ainsi que d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Alors que la guerre en Ukraine ne faiblit pas et que les combats s'intensifient entre Israël et le Hezbollah au Liban, l'Assemblée générale des Nations unies s'est réunie ces 24 et 25 septembre à New York. Une réunion à laquelle assistaient pour la première fois les représentants de la Palestine, de l'État de Palestine exactement, et où le président américain Joe Biden a prononcé son dernier discours en forme de testament politique, géopolitique et personnel, une élégie diplomatique, écrit le Guardian. Un discours d'une vingtaine de minutes dans lequel il est revenu sur sa carrière, où il a insisté sur l'importance de la paix et du rôle des États-Unis pour établir cette paix, et où il a défendu la démocratie libérale dans le monde, où il a insisté sur le soutien nécessaire à apporter aux Ukrainiens, et où il a évoqué brièvement, peut-être trop brièvement pour certains, les conflits en cours entre Israël et ses voisins. Jean-Marie, Alain, vous avez écouté ce discours. Au-delà de la personne de Joe Biden, qu'est-ce que ce discours dit de la puissance américaine et du rôle que les États-Unis pensent encore tenir dans le monde ? Déjà, il faut rappeler ce sur quoi était bâtie sa diplomatie, qui était bâti sur deux axes fondamentaux. D'une part, c'est le retour aux alliances, donc ce retour à la fidélité aux alliances et aux alliés donc des États-Unis. Et d'autre part, ce retour des alliances avait pour but de faire pièce, de contenir, voire de faire reculer l'autoritarisme dans le monde, c'est-à-dire les puissances qui portent cet autoritarisme, à savoir évidemment la Russie aujourd'hui, mais aussi bien plus sûrement aux yeux des Américains, la Chine. Donc ces deux axes-là étaient les deux axes autour desquels il a voulu construire son mandat. Il a donc repris langue aussitôt avec les alliés, et on peut considérer qu'il a ressuscité l'OTAN. Oui, il a ressuscité l'OTAN, mais Poutine a bien aidé à cette résurrection. Donc, mais en même temps, il était là pour faire pièce à Vladimir Poutine, ce qui n'était pas évident de la part de son prédécesseur et peut-être successeur, évidemment, Donald Trump. Et donc, ça, c'est le point principal pour nous, Européens. Après, il a essayé de bâtir les conditions d'une sorte de coalition planétaire pour contenir, encore une fois, les puissances autoritaires. Donc il a beaucoup investi sur la relation avec le Japon, la Corée, l'Inde, l'Australie, pour justement se parer de ce côté-là. Et donc tout ça est en cours, tout ça a été mis en place. Avec une obsession quand même, mais une obsession qui a été la première formalisation de cette obsession, c'est Barack Obama. Quand il parle du recentrage des États-Unis vers la zone Asie-Pacifique, l'obsession, c'est la bataille pour le leadership avec la Chine. C'est pas seulement une bataille pour le leadership militaire, la puissance militaire américaine reste considérablement supérieure à celle de n'importe quel autre pays, dont la Chine, qui pourtant s'est armée, voire surarmée, mais c'est un problème de bataille technologique et de leadership dans la technologie, dans l'innovation, etc. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas séparer cet objectif de ce qu'a fait en interne Joe Biden, qui a consisté à réarmer au fond la puissance américaine, mais à réarmer les infrastructures par toute une série d'investissements très lourds. Et tout cela, ça a eu lieu, ça s'est déroulé. Après, il y a l'actualité, et l'actualité conduit évidemment à un regard un peu plus critique, parce que, par exemple, s'agissant de l'Ukraine, les États-Unis aident l'Ukraine incontestablement, mais ils ne l'aident pas au point de permettre à l'Ukraine de gagner. Ils l'aident au point d'éviter que l'Ukraine perde. Donc c'est quelque chose qui peut être un peu teinté d'hypocrisie. Et s'agissant du front proche-oriental, il tape du poing sur la table, il essaie d'éviter que Netanyahou ne poursuive, mais en même temps qu'il signe avec la France une demande de cessez-le-feu, il débloque 8 milliards et demi ou un peu plus de milliards de dollars pour que Israël puisse continuer de moderniser son armement et d'entretenir une armée dont Joe Biden conteste la façon d'agir, et à Gaza, et maintenant au Sud-Liban. Donc là encore, il y a une part à la fois d'hypocrisie et puis de contraintes politiques, puisqu'on est en période électorale aux États-Unis. Donc voilà, c'est un bilan contrasté, mais on n'est plus du tout dans le commandement de Barack Obama. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette formule, leadership from behind. C'est-à-dire que j'exerce un leadership en influençant à l'arrière, en quelque sorte, en influençant tel ou tel pays qui peut, d'une certaine façon, prendre le relais. Là, Joe Biden, lui, veut assumer lui-même et pour les États-Unis ce leadership. Alain, vous avez vous aussi écouté le discours de Joe Biden, et même question que pour Jean-Marie, qu'est-ce qu'il dit du rôle des États-Unis actuellement dans les conflits en cours ? C'est un rôle
Primordial, évidemment. Dans la bataille avec la Chine, c'est un rôle essentiel. Et je vois mal comment, d'ailleurs, les Européens pourraient se situer dans cette grande bataille pour la prépondérance technologique, voire stratégique. Il y a peu de raisons de douter qu'en ce moment, les États-Unis sont la superpuissance qui compte toujours, évidemment, et qui compte le plus, certainement. C'est pas la Chine. Au Moyen-Orient, la Chine, elle est où? La Chine, elle est entièrement dépendante, elle est très largement dépendante du pétrole du Moyen-Orient, d'Iran et d'Arabie Saoudite, et du gaz aussi. C'est pas la Russie, elle est occupée ailleurs. C'est pas l'Europe, elle n'existe pas. Et donc, il n'y a qu'une puissance qui s'occupe, entre guillemets, du Moyen-Orient et qui compte au Moyen-Orient. D'abord parce qu'elle ne s'est pas retirée du Moyen-Orient, contrairement à ce qu'on a dit. Les bases américaines sont toujours là, dans le Golfe. L'alliance américano-israélienne sur le plan militaire qu'évoquait Jean-Marie, elle est plus serrée, plus resserrée que jamais. Et donc les États-Unis ne se sont pas retirés du Moyen-Orient. Ils sont toujours là. Et pourtant, c'est une démonstration d'impuissance. C'est une démonstration d'impuissance depuis le début. Et ça, rarement un mandat comme celui de Joe Biden ne l'aura manifesté aussi clairement. Dès la fin du premier mois de la contre-attaque israélienne, après qu'Israël a été agressé de manière atroce le 7 octobre 2023, eh bien, au bout d'un mois de bombardements intensifs sur Gaza, Biden tape du poing sur la table. Et tous les journaux décrivent des conversations téléphoniques où il s'engueule littéralement avec Benjamin Netanyahou, et je vous passe l'injure qui est le plus souvent citée, qu'il aurait utilisée à l'encontre de Benjamin Netanyahou. Mais il ne fait rien. Il ne soumet pas l'aide militaire sans laquelle les Israéliens n'auraient pas continué leur bombardement à la moindre condition. Ça, c'est très intéressant sur le plan de ce que ça dit de notre monde d'aujourd'hui. Les superpuissances sont toujours là, mais elles ne sont pas aussi puissantes qu'elles l'étaient. Et comme je le disais, les filleuls n'obéissent plus à leurs parrains. Et donc ça, c'est une leçon évidente. Joe Biden, à aucun moment, alors que sa colère contre Netanyahou, vous voyez des comptes rendus donnés où les hauts fonctionnaires donnent leur nom, pas anonyme, dans le New York Times d'avant-hier, sa colère contre Netanyahou était quotidienne. Mais jamais il n'a arrêté le soutien militaire, les livraisons des bombes, et des bombes de 2000 kilos, qu'ont pu utiliser les Israéliens dans la bande de Gaza. Alors on peut comprendre que ces derniers mois, il ne l'ait pas fait, parce que majoritairement, sans entrer dans les détails de la situation, la population américaine est en empathie culturelle avec Israël. C'est pas la question du vote juif, c'est 1,2% des suffrages, le vote juif. Donc c'est pas la question du vote juif, c'est qu'il y a une empathie naturelle, une sympathie naturelle pour l'aventure israélienne, pour l'aventure d'Israël et pour Israël aux États-Unis dans la population. Donc on peut comprendre que ces 2 derniers mois, il soit un peu en période électorale, qu'il observe une certaine discrétion. Mais voilà, il a montré son impuissance. Jamais un président américain n'aura montré pareille impuissance. Barack Obama, lui, il a tout de suite abandonné. Il a compris qu'il n'était pas capable de s'imposer, il a compris qu'il ne prendrait pas des sanctions, il a compris que c'était pas la peine d'entrer dans une bataille avec Israël pour arrêter la colonisation de la Cisjordanie. Bush, il était pour. Le fils Bush, j'entends, il était pour. Les 2 derniers présidents qui se sont opposés à Israël et qui ont gagné, qui ont fait obéir le Premier ministre israélien, c'est Ronald Reagan sur les bombardements de Beyrouth en 1982 et George Bush père avant la conférence de Madrid en 1991 ou 92. Depuis, c'est fini. Comment ils s'y sont pris, Reagan et Bush, pour faire plier Israël? Alors, je vais vous donner. Ronald Reagan, c'est très simple. Il regarde les bombardements sur Beyrouth, d'où Israël voulait chasser l'OLP de Yasser Arafat. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, on n'en parle plus maintenant parce que, évidemment, c'est l'organisation qui domine le mouvement national palestinien, c'est le Hamas, les islamistes du Hamas. Mais enfin, l'OLP était l'organisation armée et politique du mouvement national palestinien qui dominait à l'époque, et l'OLP avait ses quartiers généraux à Beyrouth et défiait le pouvoir libanais, essayait de subvertir le pouvoir libanais, et à partir du sud Liban,
bombardaient ou faisaient des raids de commando contre Israël. Donc, il y a la guerre, les Israéliens veulent chasser l'OLP et Arafat de Beyrouth, et ils bombardent intensivement, relativement intensivement, ça n'a rien à voir avec les bombardements de Gaza, mais ils bombardent tout de même Beyrouth, et notamment en utilisant des bombes antipersonnelles, des bombes à billes américaines. Et Ronald Reagan voit ça à la télévision, et Reagan, lui, il n'a jamais vu la guerre, il n'a jamais porté l'uniforme, il était dans le service cinématographique de l'armée, mais il n'a jamais fait la guerre, ni sur le front du Pacifique, ni en Europe. Et il l'a fait en tant qu'acteur dans certains films, mais il n'a jamais fait la guerre. Et il voit les images à la télévision, et il dit c'est odieux. On ne peut pas faire ça. Et il prend son téléphone, il appelle Menachem Begin, Premier ministre israélien, et lui dit « Menachem, tu arrêtes ça tout de suite. Tu arrêtes ça tout de suite ou ça va mal se passer entre nous. » Et ça s'est immédiatement arrêté. En 1992, après que l'armée américaine ait chassé l'armée irakienne qui s'était emparée du Koweït, le président Bush père convoque une grande réunion et qui est celle qui était la mieux conçue et qui aurait pu aboutir, une grande réunion de paix avec tout le monde au Moyen-Orient, les Arabes et les Israéliens, à Madrid. On réglait les conflits bilatéraux, les conflits frontaliers, les conflits sur l'eau et le conflit israélo-palestinien. Et on mettait les gens face à face et il y avait une double médiation, les États-Unis et c'était à l'époque l'Union soviétique, donc c'était en 91. Et c'était une démarche initiée par les États-Unis. Bon, ça a raté pour un certain nombre de raisons. Mais le Premier ministre israélien ne veut pas y aller. Il dit non, j'y vais pas, il y a les Palestiniens, il y a l'OLP, je veux pas y aller, nous on parle pas aux terroristes. C'était Yitzhak Shamir. Et à ce moment-là, le président Bush dit, très bien, j'enlève la garantie du gouvernement fédéral américain sur tous les prêts bancaires privés américains à Israël. C'est fini. Ils ne sont plus garantis par le Trésor américain, ces prêts. Le soir même, Yitzhak Shamir a pris son ticket d'avion, son billet d'avion pour Madrid. Voilà comment ils ont fait. Ils ont utilisé la pression. On voit que ça a bien changé, puisqu'il y a eu un appel lancé par la France et les États-Unis pendant cette Assemblée générale, un appel rejoint par les pays arabes, à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours pour donner une chance à la diplomatie entre Israël et le Liban. Et le lendemain, Israël conduisait des frappes sur le Liban qui ont fait 92 morts et 150 blessés. La France donc a lancé cet appel. Emmanuel Macron a aussi fait un discours à la tribune de l'ONU. Qu'en retenir de ce discours, Jean-Marie ? Il faut retenir qu'il revient à ce qui a été un peu, à un certain moment, la force de la diplomatie française, à travers cette initiative franco-américaine, une initiative qui est aussitôt soutenue par l'Union européenne et, vous l'avez dit, par un certain nombre de pays arabes, notamment l'Arabie saoudite et les États du Golfe. Donc c'est un instrument qui est utile parce que ça permet de marquer vraiment une position et de faire pression. Il y a un précédent dans ce genre d'action qui est la guerre de 2006. En 2006, il y a aussi une incursion et une guerre déclenchée par Israël contre le Hezbollah au Liban. Et il y a une initiative franco-américaine qui gagne la partie. Et la guerre s'arrête et Israël se replie. Donc, ça n'était pas sans symbole que d'agir de la sorte. Simplement, le problème aujourd'hui, c'est que Netanyahou cherche deux choses. Il cherche d'abord à prolonger la guerre pour se prolonger en attendant Trump, c'est vraiment en attendant l'élection de Trump qui, pense-t-il, remettra les choses dans le bon ordre. Et d'autre part, il cherche à entraîner l'Iran dans la guerre. Il cherche à entraîner une confrontation générale de façon à ses yeux en tout cas, régler le problème iranien, c'est-à-dire faire en sorte que l'Iran ne puisse jamais se doter d'une arme nucléaire. Et l'Iran qui a évidemment compris ce piège et qui du coup surprend par sa, entre guillemets, modération dans cette affaire. Mais donc voilà les deux éléments qui font que Netanyahou n'en a cure au fond de cette initiative et continue, non seulement continue, mais réaffirme avec force son intention de continuer et bafoue ouvertement ce que peuvent dire la France, les États-Unis et les autres pays qui sont associés à cette initiative, quitte à se mettre à dos, continuer à se mettre à dos d'autres parties de ce qui est présent à l'Assemblée générale des Nations unies, c'est-à-dire principalement ce que l'on appelle aujourd'hui, peut-être à tort, le Sud global, mais qui est évidemment vent debout contre la politique israélienne. Sud global auquel Joe Biden comme Emmanuel Macron ont fait référence dans leur discours et justement ont appelé à être attentifs. Alors il y a un autre élément dans le discours d'Emmanuel Macron, il y a cette initiative assortie de mots qui sont forts dans la critique de ce qui est considéré comme la façon qu'a Israël de surréagir
Et donc d'aller au-delà de ce qui serait, je dis pas raisonnable parce qu'on est dans la guerre, et donc dans la guerre il n'y a rien de raisonnable, mais au-delà de ce qui peut être considéré comme acceptable. Donc ça c'est un problème aigu qui est posé là. Mais dans l'attitude d'Emmanuel Macron, il y a aussi des jalons qui sont posés, cette fois de façon peut-être un peu plus explicite que d'habitude, vers la reconnaissance de l'État palestinien, d'un État palestinien, ce qui est une étape que la France n'a pas encore franchie, même si la doctrine française est celle des deux États. Mais néanmoins, nous ne sommes pas allés jusqu'à ce que, comme vient de le faire l'Espagne, par exemple, à la reconnaissance de l'État palestinien. Et donc là, dans le discours de Macron, il est clair que c'est là qu'il veut arriver. On va rester justement au Liban et à cette guerre menée par Israël contre le Hezbollah. Dans les médias, quand on écoute sur la couverture de ces événements, on a tendance à confondre Hezbollah et Liban, comme si le Hezbollah était l'armée libanaise. Mais pourtant, le Liban a sa propre armée. Le Hezbollah est une organisation terroriste qui est au pouvoir, entre autres, au Liban, entre autres partis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous faire un petit peu de pédagogie, Alain, sur justement l'existence de cette armée libanaise qui existe, mais qu'on voit très peu, et la place qu'a pris le Hezbollah dans le système politique libanais? Alors bien sûr, il y a une armée libanaise compétente, toute petite, compétente, entièrement équipée par les États-Unis et la France, mais le matériel est très souvent américain, mais la France aide beaucoup aussi l'armée libanaise. Sauf que si vous êtes militaire libanais, l'État, depuis plusieurs années, ne peut plus vous payer. Or, c'est une armée de métier. Il n'y a pas de service militaire obligatoire, donc l'État ne peut plus vous payer. Et donc, les militaires font un deuxième métier, voire un troisième métier dans la journée, ce qui limite les capacités d'entraînement et autres. Mais le Hezbollah, lui, est une milice. Alors, il y a une certaine hypocrisie, si vous voulez, dans l'attitude des Européens, de l'Union européenne. Nous disons que la branche civile du Hezbollah, il faut lui parler, c'est pas des terroristes. Mais la branche militaire, on lui parle pas, c'est des terroristes. Alors, c'est vrai que c'est des terroristes. On ne compte plus les assassinats de journalistes, d'intellectuels de gauche, d'hommes de paix, de Libanais, de patriotes libanais, d'artistes. Et sans parler du Premier ministre Rafik Hariri, un homme d'une immense stature qui aurait pu changer la figure du Moyen-Orient, assassiné par le Hezbollah évidemment dans une voiture piégée, un convoi piégé, et que cela fasse 300 morts alentour, n'a jamais empêché le Hezbollah de conduire les attentats les plus épouvantables qui soient au Liban ou ailleurs dans le monde. Pourquoi il y a cette ambiguïté dans la reconnaissance européenne? Parce qu'il y a cette ambiguïté chez le Hezbollah. C'est un parti 100% libanais. C'est un parti du sud du Liban, d'une communauté chiite qui, chez les musulmans libanais, est sans doute devenue majoritaire, majoritaire sur l'autre communauté musulmane, les sunnites. Et c'est un parti qui a toujours été traité misérablement. C'était les domestiques, toujours abandonnés par l'État, et qui, dans le système confessionnel, qui est le système institutionnel du Liban, avait la partie la moins bien dotée. Alors, l'Iran a très bien compris ça. Il y a, depuis des générations, sinon des siècles, des relations entre les chiites d'Iran et les chiites du Liban, du sud du Liban, avec beaucoup de mariages mixte, si vous voulez. Eh bien, l'Iran révolutionnaire, la République islamique, a tout de suite compris le parti qu'elle pouvait tirer de cette situation au Liban. Et dans les guerres du Liban, qui n'en finissaient pas, elle a pris le parti de la communauté chiite. Et elle a armé, entraîné, financé, créé le Hezbollah. Le Hezbollah qui était son relais, une porte d'entrée dans le monde arabe pour la République islamique d'Iran. Alors, au début, compte tenu du fait que les Palestiniens du Liban, qui étaient regroupés dans l'OLP, comme je le disais, s'étaient installés dans le sud Liban, qui est la partie chiite du pays, dont les relations étaient très mauvaises entre les Palestiniens et la communauté chiite, et notamment le Hezbollah. Les relations étaient très très mauvaises. Mais petit à petit, la paix a été signée, il n'y a plus de guerre civile libanaise, ou beaucoup moins, en 2000, et toutes les milices sont acceptées de désarmer, sauf une qui a dit non, nous n'allons pas désarmer, nous, le Hezbollah, nous n'allons pas désarmer parce que c'est nous qui avons chassé les Israéliens du sud Liban, ce qui est parfaitement exact, à coup d'attentats suicides, mais c'est eux qui les ont chassés. Et donc, nous avons le droit de garder nos armes, il faut libérer tout le territoire, et puis on pourrait être attaqué à nouveau, etc. À vrai dire, au fil des ans, le Hezbollah a joué un autre rôle. Et cet autre rôle était le suivant.
les Iraniens équipaient le Hezbollah de missiles de plus en plus précis, de missiles sol-sol à longue portée ou moyenne portée de plus en plus précis, capables de toucher toutes les villes israéliennes jusqu'à la mer Rouge, jusqu'à Eilat, mais notamment visant particulièrement les grandes villes comme Haïfa, comme Tel Aviv ou comme Jérusalem. Et le calcul était le suivant. Le calcul était de dire aux Américains et aux Israéliens, si vous attaquez les installations nucléaires de l'Iran, eh bien, nous donnerons l'ordre au Hezbollah, parce que le Hezbollah fait partie du système de défense iranien. Il ne tire pas une cartouche sans l'accord de Téhéran. Eh bien, nous dirons au Hezbollah de tirer des missiles sur les villes israéliennes. Alors, nous perdrons peut-être. Mais vous aurez beaucoup de morts dans les villes, vous aurez beaucoup de morts civiles, parce que nous pouvons vraiment saturer l'espace aérien avec nos missiles. On dit que le Hezbollah a un arsenal qui compterait de 100 000 à 200 000 missiles capables de toucher les villes israéliennes. Donc, ils peuvent saturer et passer outre au bouclier défensif anti-aérien que possèdent les Israéliens. Voilà quel était le système et voilà quelle est la vraie fonction du Hezbollah. Donc le Hezbollah, en fait, il a des députés, il est au gouvernement, il s'empare autoritairement d'une partie du budget de l'État, d'une partie des impôts, il a créé un système de télécommunications parallèle au système de télécommunications libanais, il a totalement doublonné avec l'État libanais et il tient l'État libanais en otage, y compris l'armée libanaise. Donc, vous voyez, c'est un pays qui est dominé par une milice, laquelle milice est au service d'une puissance étrangère qui est la République islamique d'Iran. Merci Alain, et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin sur le Hezbollah et Israël, mais surtout le Hezbollah, je les renvoie à votre chronique de cette semaine dans Le Monde et sur lemonde.fr, chronique que vous publiez chaque jeudi. Jean-Marie, vous le jeudi, vous faites l'émission politique et c'est sur France 24. Je rappelle aussi votre podcast Mémoire d'un monde, disponible sur le flux Slate Collection sur Spotify, Apple Podcasts et autres. Merci beaucoup messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.